Pour commencer votre balade dans le Bas-Rhin, nous vous proposons de vous faire découvrir le pays du Mont-Saint-Odile. Entre ses plaines et ses montagnes, vous tomberez forcément sous le charme de Börsch. Ce charmant village alsacien est situé seulement à 2 pas de Strasbourg. Pour nous guider dans cette petite ville médiévale typique du Piémont alsacien, nous allons suivre les pas de Christian. Enseignant à la retraite, ce baroudeur est profondément attaché à sa région. Je voyage pas mal, j'ai vu beaucoup de régions, beaucoup d'autres pays étrangers. Et on dit toujours, c'est bien de voyager. Mais moi, je trouve que c'est bien de revenir. Et quand je reviens ici, je suis pratiquement presque plus heureux que quand je pars. Suivons Christian à la découverte d'une des plus jolies villes de la route des vins. C'est à l'une des 3 entrées de la cité qu'il a donné rendez-vous à Jean-Marie. Cet historien passionné est intarissable au sujet de Börsch et de son histoire. Cette porte haute, c'est une véritable porte d'entrée vers le centre-ville. Oui, c'est une des 3 tours-portes de la cité. Il y avait une 4e tour qui ne permettait pas ni d'entrer ni de sortir. Le village de Börsch a été fortifié au XIVe siècle à la demande de l'évêque de Strasbourg. Cette tour est un vestige de l'époque médiévale. Cette porte est une miraculée puisqu'elle a failli être détruite au XIXe siècle. La tour était arasée et il ne restait que la partie basse de la porte. Pendant 100 ans à peu près, on n'a pas su quoi faire de ce monument et finalement on a décidé au début du XXe siècle de recoiffer la porte avec la tour qu'on voit ici. Et on en a profité pour peindre cette fresque représentant Saint Médard, le patron de Börsch. Börsch est la seule paroisse alsacienne à honorer Médard. Saint-Médard. On va la visiter cette ville, on y va? Mais volontiers, avec Allez, plaisir. Allez, je te suis. Loin du flot de touristes, la petite ville de Börsch vaut le détour. Dans ces ruelles, nombreuses sont les maisons à colombages. Parmi elles, une en particulier mérite vraiment le coup d'œil. Tu vois, Christian, voici une maison qui est une des plus belles de Börsch, une des plus anciennes aussi. Elle est d'ailleurs classée au monument historique. C'est la maison typique du viticulteur alsacien. Mais comment on reconnaît que c'est une maison de vigneron? Nous avons un emblème de métier. En haut, nous avons l'emblème du tonnelier. D'accord. Avec le maillet, le compas. Ouais. Donc ici habitait un tonnelier. Il faut savoir que la richesse de Börsch, c'était au Moyen-Âge et jusque, disons, au XIXe siècle, c'était la vigne. Il y avait à peu près 200 hectares de vignes, 4 fois plus que maintenant. Donc il fallait des tonneliers et c'était un métier noble. Si cette vieille bâtisse âgée de 500 ans a fière allure aujourd'hui, c'est grâce au talent de Jean-Pierre, le propriétaire des lieux. Salut Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Ça va les jeunes? Dis donc Jean-Pierre, tu habites une maison magnifique, c'est toi qui as refait tout ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Dis donc, ça t'a pris combien de temps? Oh, une petite vingtaine d'années. Ah quand même? Ah oui. Je te voyais pas aussi. L'intérieur et l'extérieur. Allez, salut Christian. Salut Jean-Pierre. Et bonne journée à tous. Hein. J'ai du boulot au jardin, moi. Vas-y, vas-y. Salut, merci. Laissons Jean-Pierre vaquer à ses occupations et dirigeons-nous un peu plus loin sur la place de l'Hôtel de Ville. Ici se trouve un puits remarquable de style Renaissance, construit pourtant au XVIIe siècle. Alors voici un autre joyau architectural de cette place de l'Hôtel de Ville. Le fameux puits à 6 seaux. Voilà, le fameux puits à 6 seaux. J'ai dit 6 seaux, mais je n'en vois que 3. Voilà, bon, on a 3 poulies qui sont dédoublées et donc D'accord. on À aura chaque roue, il y a à 2 chaque seaux. roue, il y a 2 seaux, donc un puits à 6 seaux. Et c'est un puits qui est sculpté, il y a toutes sortes de détails, des chapiteaux corinthiens, des angelots. C'est une pure merveille, comme il y en a peu en Alsace, et cela permettait le ravitaillement en eau pour les habitants de notre cité. Et il y a encore de l'eau? Il y a encore de l'eau, le puits a été curé, nettoyé, restauré il y a quelques années seulement. Vous l'aurez compris, à Börsch, tout est prévu pour que les amoureux d'architecture passent un agréable moment. Alors n'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles de cette jolie cité, vous ne serez absolument pas déçus. À quelques encablures du centre-ville, se trouve un endroit exceptionnel qui fera le bonheur de tous les amateurs d'art. Au cœur de cette ancienne abbaye bénédictine, Christian a rendez-vous avec un artiste dont la renommée n'est plus à faire en Alsace. Bonjour Christian. Bonjour Charles. Tu vas bien? Ça va, ça va.
Alors, c'est la première fois que tu viens dans... Alors, je passe souvent devant chez toi, mais alors ici, à l'intérieur, c'est la première fois. Mais c'est magnifique. Merci. Jean-Charles est à la tête de la maison Spindler, une marqueterie d'art mondialement connue. Cela fait maintenant 3 générations que derrière ces murs, on se transmet un véritable savoir-faire artisanal. La marqueterie, un art décoratif qui consiste à assembler des pièces de bois découpées. Une technique de fabrication complexe que Jean-Charles va nous expliquer étape par étape. Alors on commence par quoi? Eh bien, on va voir déjà la matière première, qui est le bois de plaquage. C'est du bois tranché ou déroulé. Qui viennent d'où? Un peu de partout, beaucoup de notre région, mais aussi de partout en Europe et un peu partout dans le monde aussi, si on trouve des choses intéressantes. Alors comment on obtient ces fines feuilles là? C'est très fin. Alors c'est du bois de plaquage. Du bois En fait, c'est comme si tu découpais une tranche de saucisson ou de jambon. D'accord. Très fragiles, ces milliers de fines feuilles de plaquage sont stockées ici, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Des bois précieux choisis en fonction de leur nuance et de leur couleur naturelle. Je vais te montrer, si tu veux, la variété de nos essences. Nous avons plus d'une centaine d'essences, mais en variété, c'est des milliers de colorations, de structures et d'effets de matière. Là, nous sommes dans un bois qu'on appelle le Lorelia. Ici, c'est le tulipier. On dirait que ça a été peint. On dirait que ça a été peint, Et c'est absolument. naturel. Et c'est naturel. Ici, c'est un arbre qui est tout à fait particulier. Évidemment, tu n'en vois Il est qu'un noir. petit bout. Il est tout noir. C'est en fait du chêne des marais. Il est daté au carbone 14, entre 2500 et 3000 ans d'âge. Et il est toujours exploitable. C'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est un bois fossile. Le chêne des marais, c'est une essence botanique qui n'existe plus. Direction à présent le sacro-saint de la maison, l'atelier. Fermé au public, ce lieu n'a jamais cessé de fonctionner depuis 1835. Lorsque Jean-Charles reprend l'entreprise familiale, il s'entoure d'une équipe de marketeurs hautement qualifiés. À l'exemple de Stéphane, élu meilleur ouvrier de France cette année. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'il travaille sur ce tableau, une pièce unique destinée à décorer l'intérieur d'un voilier. Alors tu fais quoi exactement là? Moi, je suis en train de faire des essais de couleurs pour donner l'effet voulu de la voile. Et donc tu fais, c'est une sorte de travail de recherche. Voilà, tout à fait. Ce qui peut être le plus réaliste et ce qui marche le mieux et le plus naturellement. Tu vois, ça c'est la forme de cette voile. Ok. Et on essaie de chercher le bon effet. Une fois les nuances et couleurs choisies, l'artiste peut passer à la découpe. Cette étape importante demande une grande précision. 1200 pièces de bois seront nécessaires pour réaliser ce tableau. Des morceaux qui vont être ensuite assemblés un par un sur le support. Voilà, tu vois Christian, Élise est en train de monter le tableau. D'accord. Et maintenant, le puzzle, il faut le rassembler. J'aime bien le mot puzzle. C'est vraiment un puzzle. Hein. Oui, tout à fait. D'après toi, Christian, par exemple, cette pièce, où elle va? Cette pièce là? Oui. Ben, voilà. Donne-moi un indice. C'est une main. Ah, c'est une main. Ah oui, d'accord. Alors attends, il y a un personnage là qui est en train de découper, de tirer là. Voilà, c'est le 325. Cette pièce que tu as trouvée, justement, tu vas pouvoir la positionner. Je te donne mon couteau, Avec ça, tu le piques. on pique. Oui. J'ai eu fort. Ah bah Non, là. très bien. Superbe. Et tu la positionnes à sa place. Là. Voilà, très bien. Avec ta autre main, tu la retiens. Voilà. Miracle. Et les pièces ensuite sont assemblées une contre les autres pour donner la grandeur du tableau. Ah, je suis fier de moi là. Tu vois. J'ai bien bossé là. Hein. Il n'y en a plus que 1199. Allez, dans 10 minutes c'est fini. Christian a beau être optimiste, Stéphane a encore quelques milliers d'heures de travail devant lui. Une prouesse technique et artistique pour des résultats toujours aussi impressionnants. Voici l'étape finale, en fait. La marqueterie est là, a été poncée, a été cirée, donc les bois ressortent de manière totalement différente de ce que tu as vu tout à l'heure. Ça c'était l'époque du grand-père. Alors ça, Et ça c'est l'époque de Jean-Charles. Oui, mais ça a été... c'est-à-dire que j'ai gardé ce savoir-faire, on l'a conservé dans Oui, bien l'atelier sur 3 générations. Nous avons des fois des demandes sur ce type de tableau. Notamment, les Chinois nous ont demandé des pièces comme celle-ci. Et puis, des fois, ce sont des Européens qui nous demandent des pièces comme celle-ci. Alors j'ai entendu dire qu'une star connue du monde entier
est propriétaire d'un tableau de Jean-Charles Spindler. Oui, absolument. Il s'agit de Mick Jagger. Les Rolling Stones. Les Rolling Stones, absolument. C'est un cadeau qui lui a été fait par un des membres de la troupe. Des Rolling Stones. Voilà. Mondialement reconnue, la marqueterie Spindler est une véritable référence ici dans le Bas-Rhin. Jean-Charles y perpétue non seulement une tradition familiale, mais aussi un savoir-faire qui fait partie intégrante de la culture alsacienne. Alors n'hésitez plus, poussez la porte du hameau. Le musée et la salle d'exposition sont ouverts toute l'année. Dirigeons-nous maintenant un peu plus au sud-ouest. À quelques kilomètres de Burch, se trouve un joli petit village nommé Autrotte. C'est là que le père Patrick a donné rendez-vous à Christian. Ensemble, ils vont nous faire découvrir l'un des monuments les plus exceptionnels du Bas-Rhin. Bonjour Patrick. Bonjour Christian, ça va? Très bien, très bien. On est en plein cœur d'Autrotte. Un départ de sentier des pèlerins pour monter là-haut. Il faut combien de temps pour y aller? Oh, 1h20. 1h20. Allez, on y va. Allez. 1h20, c'est le temps nécessaire pour se rendre au très célèbre Mont Saint-Odile, un haut lieu sacré pour tous les Alsaciens. Bien qu'il soit accessible en voiture, nombreux sont ceux qui préfèrent s'y rendre à la force de leurs jambes. Aménagé au départ d'Autrotte, le sentier des pèlerins vous y mènera directement. Mais attention, le Mont Saint-Odile, ça se mérite. Et vous devrez grimper pas moins de 5 km avant d'y arriver. Bon, on y est. Ouh. Tout effort mérite récompense. Et là, en l'occurrence, celle-ci est de taille. Perché à 753 mètres d'altitude, le Mont Saint-Odile est une véritable institution en Alsace. Surmonté par l'abbaye de Orenbourg, ce couvent remarquable a été fondé au 8e siècle par Sainte Odile, la patronne des Alsaciens. Avec plus d'1 million de visiteurs chaque année, c'est le monument le plus célèbre du département. J'ai comme habitude de dire que tout Alsacien qui se respecte eh bien, est venu au moins une fois dans sa vie au Mont-Saint-Odile. Grand amoureux du site, le père Keller sait de quoi il parle. Il en est même devenu le recteur voilà 6 ans. Le Mont Saint-Odile, il le connaît comme sa poche. Direction le point central du mont, un lieu emblématique pour les pèlerins, la chapelle Saint-Odile. C'est le sanctuaire le plus visité d'Alsace. La croyance veut qu'Odile soit née aveugle et ait recouvré la vue miraculeusement à 12 ans. Au début du 8e siècle, elle hérite de son père le château primitif qui se trouvait sur le mont et le transforme en monastère. Depuis sa mort en 720, chaque jour, des milliers de pèlerins viennent se recueillir sur son tombeau. Tombeau de Sainte-Odile. Oui, et qui est là depuis la mort d'Odile. Elle est morte ici. Mais elle est morte ici, et c'est ce lieu qui donne d'ailleurs toute la signification à l'ensemble du mont. Au lieu de la foi alsacienne, le Mont Saint-Odile est bien sûr ouvert à tous. Que votre quête soit spirituelle ou non, ce qui met ici tout le monde d'accord, c'est le panorama grandiose que le mont offre sur les plaines d'Alsace et sa forêt noire. C'est un jardin entre les crêtes vosgiennes et les fleuves Rhin qui s'ouvre devant nous. Et alors, ce qui me séduit, quand je regarde vers le ciel ou vers les plaines, me dit ce paysage, Odile l'a vu. Ce paysage-là remplit les yeux d'Odile. C'est une cathédrale cosmique. Une cathédrale cosmique, je retiendrai. Effectivement, une destination à retenir, car une cathédrale cosmique, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, mais uniquement ici, au pays du Mont Saint-Odile. À coup sûr, l'un des plus beaux endroits du Bas-Rhin. Découvrir le pays du Mont Saint-Odile, c'est aussi cheminer sur ces petites routes à la rencontre de paysages ravissants. Un décor que connaît bien Thomas, un authentique Alsacien spécialisé dans le tourisme. Au programme cet après-midi, déjeuner champêtre en plein cœur de la route des vins. Ça donne envie de chanter, là. Hein. Ouais. La Qu'est-ce route qu'on des chante vins à bicyclette, la Ah oui. route des vins à bicyclette, à bicyclette. Réputée pour son cadre d'exception et ses itinéraires variés,
la route des vins vous invite à la découverte du patrimoine viticole de la région. Un paysage magnifique où les vignes s'étendent à perte de vue. Et dis donc, pourquoi il y a tellement de vignes, une concentration de vignes sur cette partie de l'Alsace? Ah, déjà, on a un sol qui est vraiment fait pour ça, hein. C'est le sol argilo-calcaire. Et puis on est un peu en pente comme ça, donc c'est vraiment l'idéal pour l'ensoleillement et pour la maturation des raisins. Les vins d'Alsace, essentiellement blancs, sont reconnus pour leur qualité et leur goût authentique. Arpenter ces sentiers viticoles, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur les cépages qui s'épanouissent ici. C'est vraiment intéressant à faire et puis on profite évidemment du paysage, hein. Voilà, qui est magnifique. Un paysage particulièrement joli quand il fait beau, hein. Évidemment, comme il fait toujours beau, on en profite tout le temps. Les paysages ont beau être grandioses, le vélo, ça creuse. Encore quelques petits kilomètres à tenir, direction le Mont National sur les hauteurs de la ville d'Obernai. Je le connais, lui, c'est Hugues. Ouais. Salut! On arrive. On a faim? Ah, et on a bon, soif. on y va. Vigneron, Hugues est également restaurateur. C'est au beau milieu des vignes qu'il a choisi de dresser sa table. Une tradition conviviale qui se fait habituellement au moment des vendanges. Installez-vous là. Mais là? Oui, mais là. Sympa. Un cadre idyllique pour déguster l'un des plats les plus populaires en Alsace. Alors Hugues, qu'est-ce que tu nous as préparé? Parce qu'on a un petit peu faim quand même, hein. Viens voir, je vais te montrer. Je vous ai préparé un plat typique alsacien, un plat familial, convivial. Ce plat familial, c'est le Bake-Off. Par son nom aux sonorités typiques, il représente parfaitement la gastronomie alsacienne traditionnelle. Le terme de ce plat, c'est Bake-Off. Oui. Donc c'est le lien avec le Donc boulanger. la traduction, tout à fait, la traduction en français, c'est le four à boulanger. Alors cette croûte, elle a aussi une fonction et une petite anecdote un peu... Oui, il y a une petite histoire qui se raconte, alors elle reste à vérifier, mais c'est vrai que les gens mettaient la croûte puisqu'ils apportaient cette terrine à leur boulanger, une fois que le four était éteint, et le boulanger mettait les terrines dans le four, donc toutes les familles passaient et ramenaient leurs terrines. Et le fait qu'elle soit scellée, si jamais le boulanger avait une mauvaise pensée, donc il ne pouvait pas l'ouvrir. Une astuce aussi simple qu'efficace. La terrine d'Hugues, quant à elle, est intacte, mais plus pour très longtemps. Et voilà le bake-off. Oh, qu'il est beau. Ouais. Ouais, Ça sent bon, hein. Ça sent bon. La spécificité du bake-off, c'est qu'il mêle aux légumes du porc, de l'agneau et du bœuf longuement mijotés. Une expérience riche en saveurs à partager. Allez, à table. C'est tendre, hein. Oh, c'est pommes de terre. Goûteux, tendre, très bon. Là, je crois que là, on est au paradis, là, hein. C'est dans ce décor de carte postale que nous prenons congé de Christian et du pays du Mont-Saint-Odile. Un territoire d'une étonnante richesse, en harmonie avec les montagnes vosgiennes et le vignoble alsacien.